semaine de cours sur la biologie évolutive et sur la place de l'homme dans le règne animal. Excusez-moi, étant élève de terminale, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose au cours. Vous nous avez enseigné votre vision de la chose, et maintenant? Comment ça? Il s'agit ici de la seule vision, celle de la vérité scientifique. Qu'est-ce que vous voulez plus? Selon moi, si l'homme est si bien adapté à son environnement, c'est parce qu'il a été créé comme cela dès le départ. Il ne peut pas être apparenté au chimpanzé, ça me semble impossible. Ce que vous nous avez enseigné, c'est votre vérité et pas la nôtre. Ces contestations s'inscrivent dans des dimensions culturelles, sociales et religieuses et peuvent être parfois perçues comme un certain complotisme. Pour éclairer notre réflexion, nous avons eu la chance de recevoir Guillaume Lecointre. C'est un expert dans la question d'évolution au Muséum d'histoire naturelle. Il est d'ailleurs l'auteur de plusieurs publications sur les contestations dans le phénomène de la science. Dans une visioconférence retransmise dans plusieurs établissements de notre académie, nous a parlé de la tacite laïcité des sciences. Je ne sais pas si vous savez quel est le sens du mot tacite, mais cela veut dire quelque chose qu'on comprend sans le dire, mais avec des mots. Puis nous avons eu un moment d'échange privilégié avec lui avant une nouvelle conférence le soir qui était ouverte pour les élèves, les parents et les extérieurs. Guillaume Lecointre nous a expliqué que l'école républicaine a été conçue pour offrir aux élèves une respiration laïque, leur permettant d'offrir du recul par rapport aux appartenances qui les ont façonnés, afin de les aider à se construire en tant qu'individus autonomes. Ainsi, la laïcité amène nécessairement à questionner la notion de vérité. La laïcité distingue clairement le champ des croyances et des opinions, relevant de la liberté individuelle, de celui des connaissances fondées sur la rationalité, qui s'impose à tous. La vérité des croyances et des opinions n'a pas le même statut que la quête rigoureuse de la vérité des savants enseignés. Donc, la laïcité amène nécessairement à questionner la notion de vérité. Notre intervention sera ponctuée de repères sur la laïcité. Donc je vais vous présenter le premier point. Je vous propose de mettre en lumière comment l'école est devenue un espace libre protégé des tensions extérieures, offrant un cadre de vie serein et propice à la réflexion, tout en respectant la diversité des croyances dans la sphère privée. Avant Condorcet, l'espace classe n'est pas un métier aux influences extérieures. Les élèves arrivent avec leurs propres opinions et croyances, et les apprentissages scolaires restent subjectifs, créant une population sujette au dogmatisme, c'est-à-dire une incapacité de remettre en cause ce qui est appris, à cause par exemple d'un caractère religieux. Condorcet est donc le premier à expliquer que l'espace de la classe devrait seulement être le lieu du savoir, le lieu des connaissances objectives. Il faut laisser les croyances dehors. Il propose une école qui veut émanciper l'individu, c'est-à-dire que tous puissent être capables de réfléchir par soi-même en utilisant son esprit critique. Condorcet tire ses idées du mouvement des Lumières, auquel il appartient. C'est la montée de l'éducation pour s'opposer à l'obscurantisme, c'est-à-dire laisser la population dans l'ignorance pour notamment la contrôler. Et la religion n'a plus sa place dans les écoles, qui commencent à devenir laïques. Selon Condorcet, l'éducation a pour mission première de permettre aux citoyens de développer une pensée critique et autonome. Dans un contexte marqué par la prolifération de la désinformation et des discours simplistes, réaffirmer l'héritage de Condorcet suppose une compréhension collective approfondie des mécanismes de construction de la vérité scientifique. Faire de la science nécessite certains prérequis. Dans un laboratoire, on a représenté ici par un rectangle, les scientifiques ont besoin d'adopter un comportement précis. On laisse à l'extérieur les préjugés et les idées préconçues. À l'intérieur, c'est le royaume du doute sceptique ou doute cartésien. On laisse également à l'extérieur du laboratoire tous les objets métaphysiques tels que les anges, les fantômes, les dieux et les âmes. À l'intérieur, c'est le royaume du matérialisme. On travaille avec la matière, le réel avec lequel on peut interagir et dont on peut prouver l'existence. On exclut également du laboratoire toutes les successions d'explications et des fautes de logique. À l'intérieur, on va mettre en avant le principe de parcimonie, c'est-à-dire qu'on
des hypothèses incohérentes. Et enfin, on ne rejette pas du laboratoire toutes les données qui nous dérangent. On va inclure dans notre raisonnement toutes les données qui sont pertinentes. Lorsque tous ces prérequis sont réunis au sein du laboratoire, on peut faire de la science. Et de la science peut émerger une découverte. Lorsque cette découverte est faite, on rédige un article. Une fois la découverte réalisée et l'article rédigé, il est soumis à l'éditeur d'une revue spécialisée qui le transmet à des relecteurs, c'est-à-dire d'autres chercheurs en France et partout dans le monde qui, bénévolement, en plus de leurs travaux de recherche, vérifient le contenu et refont la manipulation. L'article peut être alors refusé ou des compléments et corrections peuvent être demandés. Lorsque le relecteur et l'éditeur considèrent que l'article est satisfaisant, il est publié. C'est un processus qui est long, rigoureux, qui comprend plusieurs mois, voire plusieurs années. Une fois publié, ce nouveau savoir est diffusé lors de colloques. Il va être également diffusé dans tous les laboratoires du monde entier. À terme, la communauté scientifique reconnaît collectivement la validité de ce savoir. On parle alors de stabilisation. Ce savoir peut ensuite intégrer les programmes d'enseignement. Cependant, il est tout à fait normal qu'une nouvelle découverte vienne un jour remettre en question un savoir qui semblait stabilisé. Les savoirs scientifiques sont légitimes précisément parce qu'ils sont périssables. Il est donc important de se méfier d'action de vérité scientifique et de lui préférer celle de fiabilité. L'école a pour mission de transmettre aux élèves des connaissances scientifiques fondées sur des faits, des observations et des preuves rigoureusement établies. Ces connaissances reposent sur des théories validées par la communauté scientifique, tout en soulignant que ces théories peuvent évoluer à mesure que de nouvelles découvertes émergent. Bien que les sciences ne revendiquent pas explicitement la laïcité, elles s'inscrivent naturellement dans ce cadre grâce à une approche basée sur l'universalité, la rationalité et la neutralité. Maintenant, prenons le temps de clarifier les distinctions entre savoir, opinion et croyance. Nous allons pour cela utiliser des cas concrets avec des petites scénettes afin d'éclairer notre réflexion. Pour distinguer les savoirs, croyances et opinions, nous allons également utiliser ce tableau. Dans la première colonne, nous examinerons comment ce qui est affirmé se justifie. Il y a deux possibilités. Soit il est légitimé par une justification basée sur un argumentaire solide, soit c'est une affirmation qui s'appuie sur l'autorité d'une personne. Et dans la deuxième colonne, nous regarderons si ce qui est dit est assumé collectivement ou individuellement. Nous pouvons commencer par une scénette sur le savoir. Vous saviez, avant, on pensait que la Terre était le centre de l'univers. Et maintenant, on sait que c'est faux. Oui, c'est un bon exemple. Au 7e siècle, Copernic a proposé que la Terre tourne autour du Soleil. Et au cours du temps, des preuves ont prouvé cette idée. Et maintenant, avec les découvertes récentes, tout cela est encore confirmé? Oui, exactement. Parce que la vérité scientifique évolue, mais elle reste fondée sur des faits véritables. Ici, on a bien vu que le savoir est légitimé par une justification qui se fonde sur des preuves, un argumentaire et des expériences concrètes. Il est également assumé collectivement, comme on l'a vu précédemment, puisqu'avant qu'une vérité scientifique soit utilisée dans le monde entier, elle passe déjà par différents laboratoires et un grand nombre de chercheurs. Nous pouvons maintenant passer aux croyances. J'ai toujours cru que les signes astrologiques influençaient notre personnalité. L'astrologie associe la position des astres à nos traits de caractère, mais ces liens manquent de preuves scientifiques. Pourtant, mon signe correspond bien à ma personnalité. C'est compréhensible, les croyances peuvent offrir du sens, mais il faut savoir distinguer croyances personnelles et faits scientifiques. Pour les croyances, qu'elles soient religieuses ou non, elles sont toujours légitimées par la confiance à une autorité. Lorsqu'il s'agit d'une croyance religieuse, c'est une croyance évidemment à une divinité. Elles sont assumées individuellement lorsqu'il s'agit d'une croyance quelconque, et elle est collective s'il s'agit d'une croyance religieuse puisqu'elle appartient à une communauté. Nous pouvons passer maintenant aux opinions. Tu as vu le film d'hier? Il était génial, non? Pas vraiment, je ne le trouvais pas aussi incroyable que ce que les critiques le décrivaient. Ah oui? Moi j'ai adoré. Pour toi, il manquait quoi? Selon moi, l'histoire manquait de profondeur et le jeu d'acteur n'était pas hyper réaliste. Mais bon, après, chacun voit les choses différemment. Oui, c'est vrai, chacun son avis. Ici, pour les opinions, elles se construisent sur des sources diverses qui intègrent savoir et croyance.
Donc, elles sont justifiées, mais aussi soumises à une autorité individuelle. En revanche, chaque opinion est toujours assumée individuellement. Donc, nous avons bien vu ici que les savoirs, les croyances et les opinions se différencient et se distinguent par leur fondement et la manière dont ils sont assumés. Néanmoins, il faut éviter d'adopter un discours dogmatique sur les résultats scientifiques, car ce savoir peut alors être perçu, par exemple à l'école, comme une vérité révélée par les savants et les enseignants. En effet, le dogmatisme repose sur la confusion de croire et de savoir. Un enseignant tenant un discours dogmatique, par exemple sur les résultats de la science, en affirmant que la Terre est sphérique ou que les êtres humains partagent une histoire évolutive commune, peut être perçu de la même façon qu'un discours opposé à la science, comme celui affirmant que la Terre est plate ou bien que les êtres vivants sont le fruit d'une création divine. Les élèves risquent alors de mettre science et religion sur le même plan, les considérant comme de simples croyances, et peuvent se demander qui croire. Il est donc essentiel de ne pas se limiter à l'enseignement du savoir et d'intégrer la démarche scientifique afin de favoriser une lecture critique et éclairée des élèves vis-à-vis de la méthode scientifique. Cela contribuera à faire face à l'influence des approches idéologiques. L'école enseigne aux élèves à différencier les vérités scientifiques fondées sur des méthodes rigoureuses, des croyances ou des opinions souvent subjectives. En transmettant des savoirs scientifiques, elle met en évidence que la science repose sur un processus d'observation, d'expérimentation et de validation collective, ce qui la distingue des dogmes religieux ou des théories non étayées. Elle joue un rôle de médiation en expliquant que les sciences n'ont pas pour but d'imposer une idéologie, mais de comprendre le monde de manière objective. Pourtant, malgré ses efforts, la science demeure parfois mal comprise. Avez-vous déjà entendu parler du problème de la résistance aux antibiotiques? Ah oui, c'est quand les bactéries décident ou s'adaptent volontairement pour devenir résistantes aux antibiotiques qui les agressent. Or, c'est une idée fausse courante, selon laquelle l'utilisation d'antibiotiques provoque directement la résistance. En réalité, les antibiotiques ne créent pas les mutations. Comme vous pouvez le voir, ce qu'ils font, c'est éliminer les bactéries à faible résistance, laissant les bactéries à résistance élevée, déjà présentes dans la population, se reproduire. Ce n'est pas une adaptation volontaire, mais un tri par la sélection naturelle. Notre cerveau nous joue souvent des tours. Il préfère les explications simples, même si elles sont fausses. Donc, c'est un peu comme les illusions d'optique. Notre cerveau comble les trous avec ce qui lui semble le plus logique. Mais parfois, il s'y trompe. Deux mécanismes sont en jeu ici. Tout d'abord, le biais cognitif. Si tout le monde dit quelque chose, on a tendance à le croire. Attention, ce n'est pas parce que c'est populaire que c'est vrai. Ensuite, il y a la preuve sociale. Le biais cognitif, on peut revenir en arrière, s'il vous plaît. Le biais cognitif, excusez-moi, c'est notre cerveau sélectionne les informations qui confirment ce que nous croyons déjà. Et ensuite, la preuve sociale. Si tout le monde dit quelque chose, on a tendance à le croire. Attention, ce n'est pas parce que c'est populaire que c'est vrai. Et ce n'est pas tout. Les séries, ici South Park, peuvent véhiculer des idées fausses sur des théories scientifiques. D'ailleurs, lorsque l'on tape « évolution de l'homme » dans un moteur de recherche, vous verrez ces images. Ces images montrent un singe qui se redresse intentionnellement et progressivement. Mais ces images sont fausses. Pourquoi cette représentation est partout? C'est comme s'il y avait une volonté de promouvoir un référencement. D'abord, nous pouvions affirmer que ces images nous rassurent et qu'elles sont simples à comprendre. De plus, les associations payent pour que des images soient mises en avant. Par exemple, la fondation Templeton qui finance des recherches à l'intersection entre les sciences et la spiritualité, entre autres. Ainsi, l'opinion publique est rendue biaisée. Et parfois, ces images sont utilisées pour servir certaines idéologies. Actuellement, on observe une montée de mouvements anti-sciences. Certains gouvernements, groupes religieux ou complotistes remettent en cause les savoirs établis, et ce, même au plus haut niveau de l'État dans certains pays. Aux États-Unis, un mouvement de contestation face à ces mouvements anti-sciences a émergé pour contrer ceci, avec notamment l'organisation de marches pour la science, qui ont pour but principal de s'opposer aux fake news
lancé par Donald Trump quant à sa contestation face à l'existence du réchauffement climatique. Les fake news jouent un rôle central dans la remise en cause de la science, en exploitant la désinformation pour semer le doute. On passe de l'opinion à la croyance lorsque nos idées, d'abord personnelles et discutables, deviennent des vérités que l'on ne remet plus en question. Dans une société démocratique, la formation citoyenne permet de distinguer ce qui relève de la condition intime et ce qui doit rester dans le champ du débat. Ce travail d'esprit critique ouvre chacun à la diversité des points de vue et à la compréhension du monde tel qu'il est.